applaudir la La pédagogie ne se confond pas avec les sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation, c'est un ensemble de connaissances qui sont mises à disposition des éducateurs. Il y a des connaissances en matière de psychologie, de sociologie, de neurosciences, mais aussi d'économie, de linguistique. Tout cela constitue des sciences contributives à l'éducation. Et puis, la pédagogie, c'est la mise en œuvre, c'est la pratique de l'éducation. C'est donc un engagement de l'éducateur qui doit prendre en compte, bien sûr, toutes ces connaissances qui sont là pour l'éclairer, mais aussi des finalités, c'est-à-dire une certaine conception de l'homme et de la société vers laquelle il veut se diriger, les priorités qu'il se donne, et puis les outils dont il dispose. Alors je dirais la pédagogie est un art de faire. Un art de faire, c'est un art d'accompagner l'enfant, de l'accompagner en lui transmettant des savoirs et en l'émancipant en même temps de celui qui les lui transmet pour qu'il se fasse œuvre de lui-même, comme le disait Pestalozzi, pour qu'il puisse penser par lui-même et pour qu'il puisse penser avec d'autres aussi. Et cela, c'est un vrai défi et ça demande une inventivité permanente de la part des praticiens. Au moment où l'éducation nouvelle est apparue, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, régnait sur l'Europe une pédagogie extrêmement sévère, une pédagogie noire qui utilisait massivement la sanction, la répression. Et les militants de l'éducation nouvelle ont voulu faire exploser tout cela, se révolter contre cela. Ils ont donc affirmé la nécessité du respect de l'enfant. L'enfant est une personne, et une personne de même nature que l'adulte, disait Célestin Freinet. Mais derrière ce mot « respect de l'enfant », il peut y avoir plusieurs significations possibles. Il y en a au moins deux. Respecter l'enfant, ça peut vouloir dire respecter l'enfant tel qu'il est, prendre l'enfant tel qu'il est, et puis le laisser se développer en fonction de ses aptitudes innées et de ses conditionnements sociaux, en fonction de ce qu'il aura découvert dans son berceau et de ce qu'il aura acquis dans sa famille, ou bien donner au contraire à l'enfant les moyens de dépasser cela, les moyens de s'affirmer lui-même, les moyens de se construire lui-même en assumant ce qu'il est, mais en choisissant à la fois sa vie, les savoirs sur lesquels il va s'engager, la profession qu'il va occuper, et puis, bien évidemment, la société dans laquelle il va vivre. Donc c'est former un citoyen et non pas se contenter d'admirer béatement une espèce de fleur qui s'épanouirait toute seule. Il n'y a pas d'autre méthode que la méthode active. Personne ne va chercher à promouvoir une méthode passive, ni à dire que l'enfant doit être passif. Tout le problème, c'est quelle activité et comment le rendre actif. Alors la première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre l'activité et l'agitation. On peut avoir une classe extrêmement bourdonnante où les enfants se lèvent en permanence, font des tas de choses, mais où en réalité il n'y a pas d'activité dans la tête. Il n'y a pas véritablement de pensée qui se développe. Et à l'inverse, on peut avoir une classe très calme dans laquelle il y a une pensée, il y a des enfants qui sont remués dans leurs préjugés et qui accèdent à des connaissances nouvelles. Donc la méthode authentiquement active, c'est la méthode intellectuellement active. Alors nous savons que pour l'enfant, dans son développement, pour être intellectuellement actif, il faut d'abord qu'il passe par un stade qui est d'être physiquement actif. Et nous savons qu'il faut articuler l'activité intellectuelle sur l'activité physique, le faire fabriquer pour qu'il apprenne à se concentrer, qu'il apprenne à comprendre comment on fait. Mais progressivement, il faudra émanciper l'enfant de cela pour l'amener à des activités intellectuelles qui se définissent par le fait qu'il y a ce que nous appelons un conflit socio-cognitif, c'est-à-dire qu'il y a dans la tête de l'élève quelque chose qui bouge parce que ça entre en relation avec quelque chose qui vient. Ce qui vient de l'extérieur interpelle ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est interpersonnel devient intrapersonnel et l'élève devient lui-même quelqu'un capable de dialoguer en lui-même
avec les autres et avec le monde. Ça, c'est être authentiquement actif et se préparer à être authentiquement citoyen. L'éducation n'est pas en soi une éducation à la démocratie. Il y a des éducations à la dictature, il y a des éducations à la soumission, il y a des éducations à la pulsion, où on invite les enfants à céder à leurs caprices et à ne jamais réfléchir. L'éducation telle que, me semble-t-il, nous devons la construire, l'éducation telle que je l'appelle de mes voeux, est une éducation à la capacité à penser. C'est-à-dire à la capacité à réfléchir, à dépasser les stéréotypes, à dépasser les idées toutes faites, à dépasser les croyances auxquelles on a été attaché de par sa famille ou de par son histoire, pour construire des savoirs élaborés et pour rentrer en interlocution avec les autres. Et c'est là qu'elle touche fondamentalement la démocratie. La démocratie, c'est l'élaboration du bien commun, c'est la recherche du bien commun et non pas la somme des intérêts individuels. C'est donc la capacité à dialoguer, c'est donc la capacité à non pas simplement juxtaposer les personnes les unes à côté des autres, mais à leur permettre ensemble de sortir chacune d'elles-mêmes pour entrer en relation avec d'autres et créer quelque chose qui dépasse la simple juxtaposition des individus. C'est compliqué d'apprendre la démocratie parce que la démocratie, c'est le renoncement à sa toute-puissance personnelle, c'est le renoncement à chercher toujours son propre intérêt, c'est le renoncement à l'immédiateté, au fait d'avoir du plaisir tout de suite. C'est le fait de se projeter dans le futur et de se poser la question du bien commun. Je ne suis qu'une partie du tout et je me place du point de vue du tout. L'école doit progressivement apprendre à l'élève à se placer du point de vue du tout, à se vivre non plus seulement comme le centre du monde, non plus du tout comme le centre du monde, mais comme un être en relation avec sa famille, avec son quartier, avec sa région, avec son pays, avec toute la planète. L'éducation doit montrer à l'élève que la solidarité n'est pas simplement une valeur, c'est aussi un fait. Nous sommes solidaires sur la surface de cette terre, et cette solidarité, l'école doit l'apprendre, et nous l'apprenons par la coopération, nous l'apprenons, et c'est la formation même à la démocratie. Nos démocraties peuvent être menacées. Nous les voyons aujourd'hui menacées par la montée du consumérisme, de la consommation acharnée qui fait que la vie est tout entière tournée vers la consommation. Nous la voyons aussi menacée par la montée du populisme, c'est-à-dire d'idées simples, faciles, qui sont mises sur la place publique et qui ne permettent pas de comprendre le monde, mais qui permettent de manipuler les foules. Nous la voyons menacée par le fait que toute une machinerie politique et commerciale manipule les individus en utilisant leurs pulsions, en utilisant les instincts de ce que nous appelons le corps primaire, la peur par exemple, la peur d'être agressé par l'autre, hein. Eh bien l'école doit apprendre que toutes ces pulsions du corps primaire, toutes ces peurs, tout cela peut être vaincu, tout cela peut être travaillé et on doit pouvoir le mettre à distance pour non pas se replier sur soi, non pas pour vivre manipulé par des slogans, mais pour être dans un collectif capable de réfléchir sur l'intérêt commun. Et je crois que l'école a un rôle fondamental par rapport à la montée de la publicité, par rapport à la montée du populisme, par rapport à la montée de l'accélération permanente qui empêche de réfléchir. Elle a ce rôle essentiel qui fait qu'on réfléchit pour penser, et pour penser en profondeur, pas pour se laisser aller à une réaction spontanée et immédiate qui donne souvent lieu à la violence contre les autres et parfois contre soi. La caractéristique de l'humain par rapport à toutes les autres espèces vivantes, c'est qu'il vient au monde infiniment démuni. L'enfant ne sait rien quand il naît. Il ne peut pas survivre lui-même. Nous devons lui transmettre la mémoire de tout ce que cette espèce humaine a construit et a vécu. Alors cette transmission, c'est bien sûr
les gestes du quotidien, c'est le langage, mais c'est aussi toute cette histoire qui a sédimenté et qui a fait que nous avons construit progressivement une société plus humaine, que nous avons parfois été tentés de basculer dans la dictature, de basculer dans la barbarie. Et pour que nos enfants ne soient pas tentés eux-mêmes de revenir à la dictature et à la barbarie, ils ont besoin d'être confrontés à cela. Ils ont besoin de regarder l'histoire qui a été vécue par leurs parents, par leurs grands-parents, par leur pays, parce que c'est eux qui vont faire le choix. L'histoire, ça n'est pas simplement dire aux enfants « voilà ce qui s'est passé » il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. L'histoire, c'est dire « voilà ce qui s'est passé, tu dois le savoir parce que demain, c'est toi qui vas décider de ce qui se passera. » Et tu décideras d'autant mieux de ce qui se passera que tu sauras ce qui s'est passé, les dangers qu'ont courus les hommes et les espoirs qu'ils ont eus aussi. Nous voyons émerger aujourd'hui un certain nombre de phénomènes préoccupants. Ceux qui, par exemple, exploitent la colère des jeunes ou leur insatisfaction pour les entraîner dans des idéologies radicales et mortifères. Nous voyons se développer des théories du complot qui sont des visions schématiques, caricaturales de la réalité. Nous voyons se développer des préjugés, des stéréotypes. Nous voyons même revenir parfois des formes de racisme. Et face à cela, il me semble que l'éducation a une responsabilité fondamentale. Responsabilité dans l'acquisition de la lucidité. La lucidité, c'est aider le jeune à comprendre que ce qui est simple n'est pas forcément vrai. Alors bien sûr, ce qui est simple n'est pas forcément vrai, c'est compliqué parce qu'on aimerait bien que ce qui est simple soit vrai. Mais il faut mettre l'enfant en recherche. Il faut lui montrer à travers des activités que ce qu'il croit, au fond, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe en réalité, que c'est plus compliqué, qu'il y a même des choses qu'on ne sait pas. Et il faut transformer la satisfaction de celui qui croit tout savoir en plaisir de celui qui veut comprendre, et qui sait qu'il ne sait pas tout, qui sait qu'il doit chercher, qui sait qu'il doit s'investir pour chercher, et que sa recherche ne doit jamais s'arrêter, puisque c'est cette recherche qui l'ouvre aux autres, qui l'ouvre au monde, et qui lui permet de ne pas s'enquister ni dans la consommation, ni dans le fanatisme, ni dans tout ce qui lui donnerait une identité facilement, mais qui nierait son humanité.